Donc, je vais proposer pour la suite de donner la parole à Blandine Lemercier et à Laurence Hubermois afin qu'elles présentent la méthodologie qui a été mise en place pour prélocaliser les zones et les milieux humides. Alors, donc bonjour à tous. Donc, effectivement, donc on va vous faire cet exposé, donc cette présentation à deux voix. Donc, Laurence Hubermois, donc qui est professeure en télédétection à l'université de Rennes 2, et moi-même, donc qui suis agropédologue ingénieur à l'Institut Agro Rennes-Angers. Alors donc ce travail donc qu'on a mené dans le cadre de ce projet, donc il s'est largement en fait inspiré de démarches qui préexistaient, hein, donc notamment l'espace humide de référence qui a été largement évoqué par François Chambaud, donc duquel on a repris finalement l'idée des facteurs déterminants de la présence des milieux et des zones humides, mais aussi donc un travail qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années à peu près maintenant, qui a abouti à la première finalement carte nationale diffusée librement des milieux potentiellement humides. Donc c'est comme ça que cela avait été intitulé à l'époque. Donc à partir de ces deux expériences, on a capitalisé pour établir une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie de recherche des secteurs qui sont propices donc aux milieux et aux zones humides. Donc c'est cette méthodologie et les résultats nationaux qu'on va vous présenter dans cet exposé. Alors concernant la méthodologie, donc vous avez le détail hein, dans le livret dont Rachel et Guillaume ont parlé, qui ont téléchargement dans la discussion. Donc il y a eu plusieurs étapes à cette méthodologie. Donc la première étape a été de déterminer finalement quelle variable environnementale allait être importante pour identifier la présence de milieux et de zones humides. Et puis donc de mettre en forme ces variables environnementales. Donc ces variables ont été le réseau hydrographique, mais aussi l'altitude, donc qui sont des bases de données issues de l'IGN, et puis le matériau parental, donc au travers de la base de données CHARM au 50 millième, donc du BRGN. Donc ensuite, la deuxième étape était d'avoir des points finalement de référence qui permettaient de caractériser présence ou non de milieux ou de zones humides, grâce en fait à des données d'archives qui caractérisent ponctuellement le sol et la végétation, qui ont été utilisées pour entraîner finalement une intelligence artificielle. Donc voilà, à partir de ces données d'archives et des variables environnementales qui nous ont permis de dire quand telles conditions de variables environnementales sont réunies, alors on a ou pas présence de zones ou de milieux humides avec une probabilité associée. Donc ce travail en fait nous a permis d'aboutir à ces deux premières cartes probabilistes, dans le sens où ce qu'on prédit, c'est une probabilité de présence, une probabilité d'occurrence des milieux humides ou des zones humides, donc classées de 0, où on est sûr qu'il n'y a pas de zone humide, à 100, où on est pratiquement sûr qu'il y a des zones ou des milieux humides. Et l'étape suivante, donc à partir de ces cartes probabilistes, a été d'établir un seuillage, de dire au-delà d'un tel seuil, alors oui, il y a présence, ou non, il y a absence de milieu ou de zone humide. Donc d'aboutir à une carte finalement binaire, oui, non, présence, absence. Et enfin, la dernière étape de cette méthodologie a été de valider ces informations. C'est quelque chose de très important quand on fait des cartes comme ça prédictives. Donc, c'est de valider à partir de données complètement extérieures qui n'ont pas du tout servi à élaborer ce modèle et ces cartes. Donc là, en fait, c'est les données collectées, les 4200 données dont Guillaume a parlé, qui ont été collectées spécifiquement pour le projet sur des sites choisis pour vérifier pour valider, pour évaluer les cartes produites.
Donc, voilà un peu la méthodologie générale. Donc, cette méthodologie, donc, ça a été l'objet d'une publication donc, qui a été acceptée très récemment dont Sébastien Rapinel est le premier auteur. Donc, voilà, vous avez le lien vers cette publication en anglais pour en savoir plus. Alors maintenant, si on revient sur les différentes étapes, donc je vous ai dit que la première étape était l'étape de variables environnementales. Donc, on s'est appuyé effectivement donc, sur des bases de données, le registre grande échelle, donc le RGE-ALTI, à la résolution de 5 mètres. Donc ça, c'est important parce que c'est la résolution finale en fait, des cartes qui ont été produites à l'échelle nationale. Donc, calée sur cette résolution du RGE-ALTI, donc qui permet, à partir du relief, de décliner d'autres variables, comme notamment la dénivelé au cours d'eau, ou alors des indices topographiques d'humidité, un indice de position, topographique de position, et également donc la baie des Charmes qui a été réagrégée, retravaillée pour essayer d'avoir des matériaux parentaux qui vont être plus susceptibles, on va dire, à la présence de milieux et de zones humides. Alors, concernant l'échantillonnage, donc au tout début du projet, on a collecté un certain nombre de bases de données qui ont fait l'objet d'inventaires de zones humides ou alors de description de la flore, description ponctuelle, ou description ponctuelle également du sol, donc notamment en provenance des agences de l'eau, des conservatoires botaniques, des SEN, etc., qu'on n'a pas toutes pu valoriser pour différentes raisons. Et finalement, il y a principalement donc, ces bases de données ici en gras dans le bas du tableau qui ont été valorisées parce qu'elles étaient relativement homogènes et qu'elles avaient un nombre très, très important d'informations. Voilà, donc vous voyez les chiffres, hein, on a une vingtaine de bases de données qui a été collectées et finalement 3 bases de données qui ont été retenues mais qui se compose de plus de 600 000 informations ponctuelles. Donc, c'était quelque chose de très, très riche. Donc, en fait, il y a eu un premier gros travail en fait, de nettoyage de ces bases de données pour être sûr de garder des données dont on était sûr en termes de présence, absence de zone humide. Donc, les bases de données sol, donc issues du GIS-SOL, donc c'est la base de données données sol, qui regroupe les données nationales sur le sol, mais aussi la base de données de l'IFN, donc l'inventaire forestier national. Ces bases de données ont été expertisées, nettoyées. Il y a eu un travail aussi de sélection des données par le biais de la densité spatiale. Et concernant la flore, donc c'est essentiellement la base de données de l'INPN, donc l'inventaire national du patrimoine naturel, qui a été utilisé et qui a également été nettoyé, expertisé, et avec un nettoyage également lié, où on a supprimé les localisations qui étaient trop incertaines. Donc voilà, à partir de ces quelques 600 000 données, finalement, ce sont 135 000 données, donc soit 21%, qui ont été retenues pour servir de données d'entraînement pour notre modèle d'intelligence artificielle. Alors, juste un petit focus sur l'importance qu'ont eu ces bases de données nationales. C'est vraiment grâce au fait qu'il y a eu cette bancarisation depuis des dizaines d'années sur des formats qui étaient standardisés, qui ont permis finalement de très rapidement pouvoir remobiliser ces données. Donc en appui aux politiques publiques. Donc il y a vraiment un réel retour sur investissement à la capitalisation de ces données. Donc voilà, l'idée c'est vraiment en lien avec le Cendre et tous les projets les différents programmes qui ont été présentés, de poursuivre cette capitalisation dans des formats standards. Voilà, donc pour vous donner une image, en fait, c'est une carte de densité des bases de données, des différentes bases de données qui ont été utilisées. Donc, il y a un peu des hotspots sur le territoire, mais globalement, tout le territoire est couvert par ces données ponctuelles qui ont été utilisées. Donc, comme on vous l'a dit aussi, on a complété ces données d'archives par des données relevées spécifiquement dans le cadre du projet, des relevés de terrain,
qui ont eu lieu en 2021 et 2022. Donc soit par des agents recrutés dans le cadre du projet, donc par Patrinat ou par l'Institut Agro Rennes-Angers, mais aussi par des partenaires locaux de l'OFB, donc on remercie encore une fois. Donc, ils nous ont permis de constituer ce corpus d'échantillons de 4200 relevés, donc sur 556 sites. Et donc, pour chacun de ces points, le sol et les habitats ont été décrits pour pouvoir caractériser la présence ou non de milieux et de zones humides. Donc, concrètement, sur le terrain, il y a eu un peu deux approches qui ont été menées. Donc, une première approche plutôt en 2021, au début, lors de la première campagne, où là, en fait, on se basait sur les inventaires qui préexistaient et on se mettait de part et d'autre de la limite pour essayer de valider cette limite-là. Donc voilà, là, typiquement, les points bleus, on est en zone humide et les points rouges, on était hors zone humide ou milieu humide. Donc ensuite, on a adopté une approche complémentaire qui était selon la prise en compte donc, de la perméabilité du matériau géologique, où on a cherché à caractériser ces différents domaines, ces différents secteurs. Donc deux approches complémentaires pour essayer de couvrir un peu la diversité des situations. Donc voilà, cette base de données donc, a fait l'objet également d'une publication. Donc c'est une base de données libre, publiée, téléchargeable gratuitement. Donc cette base de données, c'est finalement les points, l'ensemble de ces 4200 points répartis sur le territoire national avec les informations végétation, localisation, sol, etc. Voilà, donc j'ai fini pour la première partie de la présentation. Je vous propose de passer la parole à Laurence Bermois. Oui, merci beaucoup, Blandine. Les cartes des milieux et zones humides ont été réalisées en utilisant un modèle d'intelligence artificielle, plus précisément un modèle de machine learning qui s'appelle Random Forest, forêt aléatoire en français. Donc, avec ce modèle, l'appartenance de chaque pixel à la classe humide ou à la classe non humide est déterminée selon des règles de décision qui sont définies de façon automatique et aléatoire pour chaque arbre. Donc ici, on a fixé le nombre d'arbres à 500 et un pixel, si un pixel est classé 350 fois en milieu humide et 150 fois en milieu non humide, alors il a une probabilité d'appartenance de 0,7 à la classe humide et 0,3 à la classe non humide. Diapo suivante. Alors, voici le résultat des modélisations qui ont été effectuées à l'échelle nationale. Donc, vous avez à gauche la carte de probabilité de présence des milieux humides et à droite celle des zones humides. Donc, ces cartes ont une résolution spatiale de 5 mètres. Et on observe que les milieux humides ici sont logiquement plus étendus que les zones humides. Ces cartes de probabilité de présence, on les a seuillées afin d'obtenir des cartes de présence-absence, des cartes binaires, oui, on est en milieu humide ou non, on n'est pas en milieu ou en zone humide ou non, on n'y est pas. Donc pour cela, en fait, on a utilisé deux indices, la précision globale et le F1 score. Alors, la précision globale, elle correspond en fait à la somme des vrais négatifs et des vrais positifs qui sont situés ici sur la matrice qui est à gauche, qui sont situés sur la diagonale de la matrice qui est à gauche. Et cette somme des vrais négatifs et des faux positifs est divisée par le nombre total de relevés. La précision globale, en fait, elle évalue la précision de prédiction pour les deux classes, c'est-à-dire la classe humide et la classe non humide. Alors, le deuxième indice qu'on a utilisé pour seuiller la carte de probabilité de présence des milieux et zones humides, c'est le F1 score. Alors, le F1 score, lui, il correspond au rapport entre la précision et le rappel. Alors, la précision, c'est le nombre de relevés prédits en milieu humide et qu'ils sont réellement. Ça correspond au rectangle bleu qui est sur le schéma à gauche. Et le rappel,
ou recall, c'est le nombre de relevés humides qui ont été correctement prédits par le modèle. Et là, ça correspond au rectangle rouge qui est sur le schéma à gauche. Donc, le F1 score, lui, il évalue la précision pour une seule classe, hein, à l'inverse de la précision globale qui évalue la précision pour deux classes. Le F1 score évalue la précision pour une seule classe, ici, en l'occurrence, la classe humide. Alors, ces indices sont représentés sur le graphique qui est au centre, ici. Alors, donc, la courbe rouge correspond à la précision globale et le F1 score correspond à la courbe noire. Alors, le seuillage des cartes a été effectué par HER. Donc, vous avez la carte des HER qui est sur la partie gauche de la slide. Et donc, ce seuillage a été effectué en fixant le seuil à partir de ces courbes par expertise. Donc, ici, on a la carte de probabilité de présence des milieux humides qui est à gauche. Et donc, qui a été seuillée avec une valeur de 0. Alors, elle est située sur l'HER de Bretagne. Et donc, cette carte de probabilité, en fait, elle a été située à 0,47 pour cette HER. Et donc, après le seuillage, on obtient la carte qui est à droite, qui est donc une carte binaire en deux classes. Donc, ici, la classe humide correspond à la couleur bleue et la carte non humide correspond à la couleur rouge. Alors, voici la carte de présence-absence des milieux humides sur la gauche et des zones humides sur la droite, où là, évidemment, on a deux classes. Les milieux humides sont représentés en bleu, milieux et zones humides sont représentés en bleu, et les milieux non humides et zones non humides sont représentés en blanc. Alors, on a aussi évalué, évidemment, la précision de ces cartes en utilisant un échantillonnage indépendant, hein, c'est-à-dire les échantillons terrain qui ont été collectés lors de la campagne qui a été réalisée en 2021 et 2022 et dont Blandine vous a parlé précédemment. Donc, je rappelle que les points qui ont été de relevé ont été localisés très proches en fait de la limite repérée pendant les inventaires en humide et non humide. Donc, la carte de probabilité de présence voilà, la carte de probabilité de présence, en fait, est, à la fois pour les milieux humides et pour les zones humides, a été évaluée à partir d'un indice qui est le PRAUC. Alors, le PRAUC, c'est l'air sous la courbe de la précision rappel. Hein. Et donc, cet indicateur, il va de 0 à 1. Donc, on a obtenu un score de 0,79 qui est un très bon score pour les milieux humides et un score de 0,67 pour les zones humides qui est aussi un score tout à fait satisfaisant. Alors, pour les cartes de présence-absence, on a calculé le F1 score et la précision globale. Donc là, je vous montre le F1 score. Le F1 score ici, pour les milieux humides, est de 0,73 et pour les zones humides est de 0,65, qui sont aussi des scores tout à fait satisfaisants. Alors, ces scores sont tout à fait satisfaisants. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire satisfaisant, très bon? Parce qu'on les a comparés avec 9 cartes existantes. Alors, on les a comparés sur deux indicateurs, le F1 score et sur la précision globale. Alors là, je vais vous commenter la comparaison de ces cartes avec trois autres cartes sur le F1 score. Alors, sur les milieux humides, donc ont été prélocalisés avec notre carte, avec un F1 score de 0,73 qui est très bien. Et vous voyez, alors juste le petit encart qui est affiché en haut à droite correspond en fait à un extrait de la carte des milieux humides
Seuillé, qui a été qui est localisé sur une zone Ramsar dans le Jura. Alors vous voyez les cercles qui sont en rouge sont localisés sur des zones qui sont non humides, et les cercles qui sont noirs sont, enfin là sur cette carte là, sont localisés sur des zones qui sont humides. Donc les zones humides sont en bleu et les zones non humides sont en blanc. Alors, vous observez que si on compare ce score avec le score des milieux humides potentiels qui ont été cartographiés en 2014, le score est un peu supérieur, hein, puisqu'on passe de 0,73 à 0,59. Alors, et quand on regarde la carte, on voit aussi une carte qui est beaucoup plus précise en 2023. C'est tout à fait normal, puisqu'on a utilisé la résolution spatiale de la carte est de 5 mètres en 2023, alors qu'elle était de 50 mètres en 2014. Alors, quand on compare avec d'autres cartes qui sont, par exemple, la carte Corinne Landcover ou la carte européenne d'occupation des sols à 10 mètres, en fait, on voit qu'on a des scores qui sont bien meilleurs et statistiquement, et quand on regarde cartographiquement le résultat, on se rend compte quand même, on voit bien la plus-value du travail qui a été effectué en 2023. Voilà. Alors, on a aussi évalué la précision de nos résultats par type de zone humide. Alors, sur les zones humides alluviales, la précision de la carte des milieux humides est de 0,76, c'est toujours le F1 score. Donc, il est un peu supérieur à celui des zones humides de 2014. Donc, c'est un score qui est très correct. Sur la carte humide, sur les zones humides de dépression, par contre, on voit que c'est un peu moins bon. On est à 0,70. Sur les zones humides de source et suintement, on est à 0,69. Donc, c'est sur ces deux types de zones humides, les zones humides de source et suintement et de dépression, que la marge de progression est la plus importante. Hein. On doit absolument progresser on a des pistes actuellement pour progresser sur ces deux types de zones humides. Par contre, vous voyez que la plus-value de nos travaux, la plus-value très importante de nos travaux, elle se situe sur les zones humides de plateau, puisque là, on a un niveau de précision qui est à 0,8. Hein, donc, les travaux de 2014, vous voyez, on était à 0,5. Donc là, on a vraiment une précision plus importante. Alors, pourquoi ? Parce que, en grande partie, parce qu'on a utilisé la carte géologique. Et deuxièmement, on a aussi utilisé un indice topographique à plusieurs de positions qui est à 3 échelles différentes, échelle fine, échelle moyenne, échelle grossière, qui nous permet effectivement de détecter ces zones de plateau. Et puis, les zones humides, on a un résultat correct aussi sur les zones humides riveraines des plans d'eau, hein, et cours d'eau. Voilà. Alors, en termes de visualisation des résultats, les résultats qu'on a obtenus, hein, donc la carte de probabilité de présence et la carte de présence-absence, à la fois pour les milieux humides et pour les zones humides, elle peut être visualisée de 3 façons différentes. Donc, la première, c'est de fournir en fait la carte de probabilité de présence brute, c'est-à-dire la sortie du modèle. Là, hein, donc, on voit tout le dégradé de la probabilité de la plus faible à la plus forte. Une deuxième façon de visualiser les résultats qui peut être très utile aussi, c'est le fait d'utiliser une combinaison de la carte Seuillé avec cette carte de probabilité. Donc là, vous voyez en blanc les zones humides, en fait, les milieux qui ne sont non humides, considérés comme non humides par le modèle, et puis à l'intérieur de ce qui est considéré comme humide par le modèle, dans la carte Seuillé, on a gardé là toute la finesse en fait de la carte de probabilité. Hein. Et puis, une troisième façon de visualiser les résultats, c'est cette carte de présence-absence qui, cette fois, est complètement binaire, hein, où on a représenté toujours en blanc les milieux ou zones non humides, et puis à l'intérieur, le résultat
est binaire aussi en ce sens qu'on a la zone considérée comme humide, mais qui a été masquée avec les surfaces en eau et aussi les surfaces artificialisées. Donc, en conclusion de ce travail méthodologique, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un travail original dans la mesure, pour plusieurs raisons. D'une part, on a utilisé exclusivement des données ouvertes. Alors, des données ouvertes en entrée comme données d'entrée du modèle. Hein. Alors, on a utilisé des données d'archives et là, effectivement, je souligne aussi ce qu'a dit Blandine, l'importance des données d'archives pour pouvoir à la fois calibrer et puis valider le modèle. Hein. On a utilisé le RGELT et puis la baie des Charmes, hein, qui sont aussi des couches qui sont extrêmement importantes en tant que données environnementales pour calibrer le modèle. Et puis en sortie, effectivement, les données seront complètement ouvertes, comme l'a précisé Guillaume tout à l'heure. Le deuxième aspect, c'est que c'est une approche automatisée. Alors, on aurait pu écrire quasi automatisée. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle a la plus grosse part hein, dans ce travail. Donc, c'est un modèle alors, il faut préciser aussi que on a utilisé un seul modèle pour tout le territoire national. On n'a pas, on n'a pas fait un modèle. On avait réfléchi à un moment, est-ce qu'on fait un modèle par bassin versant, par HER, etc. On a tenté le fait de faire un modèle sur l'ensemble du territoire et finalement on se rend compte que les résultats sont très corrects. Donc ça nous a conforté dans cette voie. Alors juste une petite indication sur les traitements. Les traitements, finalement, la phase de modélisation, elle est rapide, puisque faire tourner les modèles sur l'ensemble du territoire français, ça prend à peu près une semaine. Ce qui a été très, très long, ce qui a pris plusieurs mois, c'est la préparation des données d'entrée, tant pour l'élaboration des variables environnementales que pour le nettoyage, le tri, tout le travail qui a été fait sur les échantillons, qui ont servi à calibrer et aussi à valider le modèle. Ensuite, il s'agit donc comme c'est une partie, c'est une approche qui est grandement automatisée. L'intérêt, c'est que c'est reproductible. Alors l'expertise, par contre, j'ai dit quasi automatisée parce qu'il y a quand même encore une partie expertise. Il y a une partie expertise en amont. Alors l'expertise en amont, elle se situe au moment où on définit quelles sont les conditions qui vont faire que les échantillons vont appartenir à la classe humide ou à la classe non humide. Et deuxièmement, en aval, au moment du seuillage de la carte de probabilité de présence des milieux et zones humides vers des cartes de présence-absence des milieux et zones humides en binaire. Ce sont des cartes qui couvrent le territoire national avec une résolution de 5 mètres, donc c'est assez inédit. Hein. Et donc, ce qui est, je trouve aussi, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, vous voyez, on a produit plusieurs cartes et du coup, ça permet aussi d'envisager plusieurs types d'usages, qui seront détaillés dans une présentation ensuite. Et puis, les résultats ont une bonne précision, hein, puisque au niveau statistique, les résultats sont satisfaisants, et au niveau spatial aussi, puisque là, évidemment, comme on a une bonne résolution spatiale, ça permet aussi d'avoir des cartes relativement précises. Et je voudrais aussi encore rappeler que la validation du modèle a été faite avec des échantillons qui n'ont pas servi à calibrer le modèle, des échantillons qui sont complètement indépendants, et en plus qui ont été pris de façon proche. En fait, le modèle, on a fait une validation quand même assez contrainte, puisque les points d'échantillon étaient pris très proches des limites humides, non humides. Et on remarque aussi que la précision est correcte, quel que soit le type de zone humide, en sachant qu'on a encore des améliorations à venir sur les zones humides de type source, espacement et dépression. Voilà, alors je vous remercie de votre attention et je voudrais juste en profiter pour remercier
tous les personnes qui nous ont d'abord fourni en fait des données qui nous ont permis d'effectuer cette modélisation, à la fois pour l'échantillonnage en entrée et puis l'échantillonnage en sortie pour la validation du modèle. Et je remercie aussi particulièrement Sébastien Rapinel et Léa Panheleux de l'Université de Rennes qui ont beaucoup travaillé sur le traitement des données pour produire ces cartes. Ouais. Merci Laurence, merci Blandine. Il y a eu pas mal de questions entre-temps dans le forum. Du coup, je propose à Honorine de nous faire part de certaines d'entre elles. Honorine ? Oui. Du coup, je me présente rapidement. Honorine Balade-Ruffenard, je travaille sur le projet NEO, donc l'observation et l'évaluation des milieux humides. Une première question de la part de Céline Novak. Je vais vous laisser la parole. Je vous ouvre votre micro. Oui, je voulais en fait savoir si vous aviez utilisé en fait l'indice de développement de persistance des réseaux qui a été développé par le BRGM, qui vise en fait à cartographier en fait la part d'infiltration et de ruissellement des eaux de surface, notamment dans la partie, on va dire, validation de tous les croisements que vous avez faits, validation cartographique, etc. Donc l'IDPR, hein, pour être en acronyme. Voilà, IDPR. J'ai mis le lien en fait dans la question-réponse. Laurence, Blandine, on vous laisse répondre, Oui. s'il vous plaît. Oui. Alors, oui. Donc c'est une information effectivement qu'on avait regardé, enfin qu'on a souhaité utiliser au début du projet. Et puis finalement, donc on a fait pas mal de tests pour savoir quelles étaient les données pertinentes, etc. Et finalement, on a décidé de pas utiliser cet indice-là, les données qu'on avait par ailleurs permettaient l'inclusion de l'IDPR n'apportait pas d'informations complémentaires, et en plus il y a eu 2 versions en fait successives de l'IDPR qui donnaient des résultats très différents l'une de l'autre, et une version donnait des résultats plutôt plus cohérents avec ce qu'on connaissait du terrain dans certaines régions, et dans d'autres régions, dans d'autres contextes pédologiques, géomorphologiques, c'était l'inverse. Donc c'était pas très simple à utiliser, et comme les résultats n'étaient pas très influencés par cette variable, finalement on a choisi de ne pas l'utiliser. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Il y a une autre question de Cédric Mondy à propos de la diffusion des cartes. Je vous ouvre votre micro. Ok, merci. Oui, mais ça a été répondu en fait, je pense, dans à la fin de la présentation. Parce que je me demandais en fait quelles cartes seraient vraiment mises à disposition. Est-ce que c'était les cartes probabilistes, des cartes œillées, juste en présence-absence? Et j'ai l'impression d'avoir compris que toutes les cartes seraient mises à disposition, mais ça serait bien d'en avoir confirmation. Merci. Oui, en fait, on vous confirme que toutes les cartes seront mises à disposition. Donc, à la fois pour les milieux, donc il y a 4 cartes qui seront mises à disposition. La carte de probabilité de présence des milieux humides, et la carte de probabilité de présence des zones humides, et carte de présence-absence des milieux humides, et carte de présence-absence des zones humides. Très bien, merci de la réponse. On a une autre question de monsieur et madame Millardet à propos de la comparaison des modèles. Avez-vous comparé votre modèle prédictif avec les inventaires de terrain? Alors non, on n'a pas fait de comparaison avec les inventaires de terrain. On a comparé en fait nos résultats avec toutes les cartes internationales et européennes, nationales, et aussi les cartes des agences de l'eau, des bassins par bassin. Donc, mais on n'a pas fait la comparaison avec les cartes locales parce que, alors les cartes locales, en fait, ça couvre, on a fait un petit bilan rapide, ça couvre à peu près 40% du territoire français.
Et donc on pouvait pas, il y a des secteurs où on pouvait pas comparer. Les méthodes étaient sont très hétérogènes, mais c'est vrai que ça reste, on va le faire dans une deuxième étape. On regardera localement quand il y aura des inventaires terrain, on fera la comparaison avec nos résultats. Ok, merci beaucoup. Et une dernière question avant de continuer, de la part de Michel d'Aragon. La question était par rapport au F1 score, est-ce que c'est un score moyen national et y a-t-il des scores par HER? Oui, alors on a calculé le F1 score national et on a calculé aussi le F1 score par HER. Donc il va y avoir Guillaume a précisé tout à l'heure que il va y avoir plusieurs rapports qui vont être diffusés. Et donc dans le rapport méthodologique qui va être diffusé, tous les tableaux avec les résultats de F1 score globaux et par HER seront donnés. Oui, là, peut-être pour préciser un peu la réponse, donc là j'ai remis à l'écran en fait les F1 score effectivement par HER. Oui. Donc on voit que pour les zones humides, on est plutôt relativement homogène d'une HER à l'autre. Pour les milieux humides, donc les HER qui sont en plus foncé ont un F1 score plus élevé. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus de milieux humides dans ces HER-là, c'est juste que la prédiction par rapport aux données de validation qu'on a collectées sur le terrain donne des résultats meilleurs dans ces HER-là. Je pourrais ajouter que, en fait, vous voyez, sur cette carte, on voit qu'il y a des HER qui sont laissés en blanc, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on n'a pas pu calculer le F1 score, parce qu'on n'avait pas assez d'échantillons. Et donc là, j'en profite en fait pour faire un appel à la transmission de données terrain, en fait. Vous voyez que c'est très utile, pour pouvoir évaluer en fait la qualité des résultats qu'on obtient. C'est aussi utile pour pouvoir mieux calibrer les modèles qu'on élabore. Merci Honorine, merci Laurence, merci Blandine. Je vous propose de passer à la suite. Donc voilà, je partage mon écran et donc je vais vous présenter quelques informations clés sur les résultats du projet, donc les résultats plus précisément de la prélocalisation des milieux et des zones humides. Donc, je viens sur cette carte. Donc je vous dis, je reprends. C'est donc cette carte présente la probabilité de présence des milieux humides. Donc là, on est sur la probabilité de présence seuillée, puisque vous voyez qu'il y a un seuil au-delà duquel la probabilité de présence a été évaluée comme étant significative et donc qui est représentée sur cette carte. Et donc tout ce qui est en dessous du seuil n'est pas représenté ici. Donc on a un gradient qui va d'une probabilité significative à une probabilité forte, voire très forte, pour les tons les plus foncés. Donc, je vous propose de zoomer sur quelques secteurs pour qu'on regarde ensemble en fait pourquoi ça ressort au niveau national. Donc, le premier zoom que je vous propose de faire, c'est sur le fossé rhénan. Donc, on a la présence de zones humides alluviales qui ressortent plutôt bien au niveau national, donc avec des probabilités de présence des milieux humides qui sont plutôt fortes. Donc, un deuxième secteur qui ressent bien au niveau national, c'est la Dombes. Donc, la Dombes qui est une région d'étang, donc avec un substrat géologique qui est composé de dépôts morainiques qui est très propice à la présence de zones humides. Donc, un troisième secteur qu'on peut mettre en évidence, c'est la Flandre. Là, on est plutôt sur un secteur de zone humide littorale et rétro-littorale, avec même tout au nord, donc une partie de la Flandre qui se trouve en dessous du niveau marin. Un autre zoom qu'on pourrait faire, c'est le plateau landais. Donc ici, on est plutôt sur des zones humides alluviales et des zones humides de plateau. Donc c'est un secteur qui ressort aussi très bien au niveau national. Ensuite, un autre secteur alluvial, donc de zones humides alluviales, par exemple, on a le faisceau de la Garonne ici qui ressort très bien.
Là, cette partie qui a été mise en évidence, donc le massif central-sud, on a à cette échelle-là, en fait, il y a pas de zone humide, il y a peu de zones humides probables qui apparaissent. Donc, encore une fois, c'est pas que c'est un secteur où il n'y a pas de zone humide, c'est que à cette échelle-là, avec cette représentation, c'est un secteur qui apparaît comme étant peu propice à la présence de grandes étendues de zones et de milieux humides, en l'occurrence. Ensuite, on peut faire un zoom vers le marais du Cotentin. Donc, on est également sur une zone avec la présence de milieux humides qui sont des milieux humides littoraux et rétro-littoraux. Donc, le massif du Jura, là, on est plutôt, c'est un substrat géologique qui est essentiellement calcaire, qui est peu propice à la présence de milieux humides et donc qui n'apparaît pas comme étant fortement propice à la présence de milieux humides à l'échelle nationale. Donc, si on regarde maintenant ces résultats à l'échelle nationale, donc on a 33% du territoire métropolitain qui serait propice à la présence de milieux humides. Donc ça, comme je vous le disais, ça correspond à la première définition qu'on avait vue tout à l'heure, la définition Ramsar. Maintenant, ici, on est sur la deuxième définition des zones humides. Le même genre de probabilité qui va d'une probabilité significative à une probabilité forte, donc la probabilité de présence des zones humides. Et donc, à cette échelle-là, au niveau... à l'échelle de la France, on a les mêmes zones qui ressortent, que je viens de vous citer, qui ressortaient avec les milieux humides. Donc, les milieux humides, on a vu qu'on avait 33% du territoire qui était propice à la présence de milieux humides. Les zones humides, elles recouvreraient, il y a 28% du territoire métropolitain qui serait propice à la présence de zones humides. Donc, je vous propose de compléter mon propos avec une analyse rudimentaire. Donc, cette carte, elle présente le territoire métropolitain qui est découpé en hydro-écorégions de niveau 2. Et donc, on a représenté les hydro-écorégions qui contenaient le plus qui étaient les plus humides, donc les plus avec des pourcentages de zones humides probables les plus élevés. Donc, les 3 hydro-écorégions de niveau 2 qui ressortent, elles sont indiquées ici. Donc, la première hydro-écorégion, donc dans les Flandres, c'est les Moers, dans le département du Nord. La deuxième hydro-écorégion, donc avec 93% de zones humides probables, c'est la plaine littorale méditerranéenne, qui est donc notamment le secteur de la Camargue avec les lagunes méditerranéennes. Et finalement, la troisième hydro-écorégion qui ressort, c'est une autre hydro-écorégion dans les Hauts-de-France, d'Ouéconde, avec 84% de zones humides probables. Donc, pour aller plus loin, quelques chiffres clés sur les zones humides. Donc, on a comparé la carte avec les zones humides gérées. Donc, les zones humides gérées, on a considéré, par exemple, les zones Ramsar, les parcs naturels régionaux. Donc, en fait, toutes les données zones humides gérées, les zones gérées et les zones d'inventaire qu'on peut trouver sur l'INPN. Et donc, il se trouve que 44% des zones humides probables sont des aires gérées ou des aires d'inventaire. Maintenant, on a fait le recoupement également avec les protégés, donc par exemple les aires d'arrêté de protection de biotope. Et donc là, on a 1% des zones humides qui est en aire protégée. Et finalement, on a fait le recoupement avec la BD topo de l'IGN pour savoir quel était le pourcentage de zones humides urbanisées. Et il se trouve que 7% des zones humides probables sont urbanisées. Donc, il y a des statistiques supplémentaires dans le livret. Je vous laisserai aller voir page 17 pour plus d'informations. Donc, si je reviens sur cette carte au niveau national, je vous propose qu'on aille voir plusieurs sites connus, des sites humides emblématiques pour voir ce que donne le modèle. Donc, par exemple, le premier site sur lequel je vous propose de faire un zoom, c'est la baie de Somme. Donc, la baie de Somme, ici, sur le zoom, on est proche de la ville de Cailleux-sur-Mer. Vous voyez qu'on a la Somme qui passe ici, qui est canalisée. Donc, on se trouve dans le PNR baie de Somme Picardie-Maritime, dans le département de la Somme.
Et donc, si on regarde le RGE ALTI, donc là, le RGE ALTI, vous avez en vert, en rouge, pardon, des valeurs faibles d'altitude, en vert des valeurs fortes d'altitude. Et donc, si on regarde le substrat géologique qu'on a dans ce secteur-là, donc on a une première zone ici qui est une zone de sédimentation marine. Ensuite, au niveau de plus en amont de la Somme, on a des alluvions fluviatiles. Et ici, on a un ensemble dunaire. Et là, on est plutôt sur des substrats de type colluvion, limon ou craie. Donc, si on superpose maintenant la couche de probabilité de présence seuillée des zones humides, donc on obtient ce figuré. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs secteurs propices à la présence de zones humides qui ressortent. Donc ici, un premier secteur très propice à la présence de zones humides, donc qui sont des zones humides alluviales. Donc, si on regarde le scan 25, on a un réseau hydrographique qui est plutôt dense avec des plans d'eau qui sont très présents. Et donc, voici ce que donne la carte à ce niveau-là. Donc là, on a les routes qui ressortent d'une manière particulière, qui ressortent avec moins de probabilité. Ça, c'est souvent, enfin, ce sera le cas globalement sur toute la France, et c'est dû au fait que les routes sont bien souvent construites, sont bien souvent surélevées. Et donc, voilà, ça ressort de cette manière-là sur la prélocalisation. Donc ici, le modèle, il appréhende différents types de zones humides. On voit qu'on a des grands ensembles de zones humides avec les zones humides alluviales ou les zones humides arrière littorales. Mais le modèle capte également des zones humides plus mouchetées, donc des zones humides intradunaires ici, qui sont des zones humides de dépression. Donc, si on regarde ici par rapport au scan 25, le modèle capte bien des zones humides intradunaires de dépression. Donc, si on zoome maintenant sur un deuxième secteur, je vous propose qu'on aille voir ce que le modèle donne dans un secteur vers les monts d'Arrée. Donc, ici, on est dans le PNR d'Armorique. On a les monts d'Arrée, donc, que vous voyez ressortir ici, dans le département du Finistère. Donc là, ce que la géologie nous dit, on a une altitude qui est plus élevée au niveau des monts d'Arrée. Et donc, au niveau des substrats géologiques ici, donc on a des substrats géologiques qui vont être plutôt propices à la présence de zones humides, avec ici donc des tourbes et des zones hydromorphes. Plus en altitude, le substrat géologique, c'est des schistes et des quartzites. Et de part et d'autre des monts d'Arrée, on a des granites divers et des schistes ou des grès qui sont propices à la présence de zones humides, mais dans une moindre mesure. Donc, voici ce que le modèle ressort dans ce secteur-là. Donc, globalement, on a une étendue de la probabilité de présence des zones humides, enfin de l'emprise des zones humides, qui est moindre par rapport à l'exemple qu'on vient de voir sur la baie de Somme, mais avec quand même des zones humides significatifs, donc notamment au niveau des sources et sointements. Donc, un premier secteur sur lequel on peut zoomer sur le modèle, voilà ce qui ressort au niveau des zones humides de sources et sointements. Donc là, on sait par exemple avec l'inventaire, si on compare avec l'inventaire local, on sait que le modèle, il sous-estime un peu la présence réelle des zones humides de sources et sointements. Donc ça c'est une limite du modèle. Le modèle, on sait que voilà, il capte mal les zones humides de sources et sointements qui sont en dehors des modèles. Mais l'apport de la variable géologique nous permet de plutôt bien capter les zones humides alluviales et de bas de versant, pardon. Donc là, si on zoome sur un deuxième secteur, on voit que voilà, le modèle a plutôt bien capté les zones humides qui sont corrélées au réseau hydrographique. Donc, je vous propose de faire un troisième et dernier zoom dans les gorges du Verdon. Donc ici, on se trouve dans le PNR du Verdon. Donc vous voyez les gorges qui passent ici et le Jabron qui passe à l'est de cette carte. Donc voilà, si on regarde ici le RGE-ALTI,
on est sur un territoire qui est très encaissé, donc avec un cours d'eau qui est très encaissé. Et donc, si on regarde les substrats géologiques, pardon, je l'ai pas dit, les substrats géologiques qui sont issus de la BD du du BRGM. Oui, c'est ça. Donc, la carte au 1/50 millième, le vecteur harmonisé du BRGM qui est disponible sur un flotteur. Donc, on a un premier secteur ici, un substrat géologique plutôt propice à la présence de zones humides, donc des alluvions fluviatiles. Ici, on est sur un substrat géologique qui est composé de colluvions, de marnes et de grès. Et ici, les substrats géologiques sont essentiellement composés d'éboulis et de calcaire. Et donc, globalement, ici, les zones humides, elles sont très corrélées au réseau hydrographique qui est très encaissé. Et donc, on a une surface des zones humides probables qui est plutôt restreinte. Donc, on a quand même des petites zones humides de source essouintement qui sont identifiées par le modèle. Donc, on voit ici sur le scan 25 qu'on a quand même un réseau hydrographique mais développé avec notamment des fontaines et des sources qui apparaissent et qui sont a priori en partie captées par le modèle. Et donc, si on regarde maintenant un autre type de zone humide sur ce secteur-là, ici, on est plutôt sur des zones humides donc dans la plaine alluviale. Et donc ici, la plaine alluviale qui est plus large que l'exemple que je viens de vous présenter. Donc forcément, on a une emprise des zones humides qui est plus large que là où le cours d'eau est le plus encaissé. Donc ce que ça nous montre, l'exemple, c'est l'apport du matériau parental, de la variable géologique en fait dans les données d'entrée du modèle qui nous permet de plutôt bien capter les zones humides dans les plaines alluviales et aussi de discriminer les milieux qui ne sont pas propices à la présence de zones et de milieux humides. Voilà. Donc là, en fait, l'ensemble de ces secteurs, c'était pour illustrer le fait que justement le modèle, il capte. On a parlé tout à l'heure de la diversité des zones et des milieux humides. Donc l'intérêt de ce modèle et l'intérêt d'avoir intégré les variables environnementales qui ont été présentées par Laurence et Blandine, c'est justement de pouvoir capter une grande diversité de milieux et de zones humides. Merci de votre attention. Et je vais proposer à Bertrand Laroche de prendre la suite pour nous montrer les convergences et les divergences des résultats du projet avec d'autres produits cartographiques. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Bertrand Laroche, ingénieur de recherche à INRAE. Et je vais poursuivre un petit peu la confrontation avec d'autres produits cartographiques pour vous montrer un petit peu les convergences et les divergences rencontrées entre cette prélocalisation et les produits qui existent déjà. Donc un premier point qui est la confrontation avec finalement des inventaires locaux. Donc c'est des zones humides effectives. Donc ce sera une première confrontation vis-à-vis de cette prélocalisation. Un deuxième exemple de confrontation, c'est vis-à-vis de la prélocalisation qui a été faite par les agences de l'eau. Donc où on a vraisemblablement des zones humides, mais c'est pas une certitude. Donc ces différents inventaires sont faits par différentes méthodes avec différentes définitions, comme l'a rappelé tout à l'heure François Champeau. Donc on a quand même un outil qui a des restitutions qui sont un petit peu différentes. Et le dernier élément de comparaison, bien sûr, c'est la cartographie des milieux humides. Donc là, on est sur des probabilités de présence de zones humides. Donc, on est vraiment sur un indice de probabilité. Donc, première confrontation. Donc, les 3 prochaines diapos vont être sur le même format. Donc, une carte de droite qui est une carte de localisation et puis une carte de gauche qui vous présente ces 3 types d'inventaire. Donc, en hachuré, donc l'inventaire tel qu'il est stocké, archivé, bancarisé au Forum des mares atlantiques. En orangé, les délimitations des zones à dominante humide, telles qu'elles ont été faites par les agences de l'eau, et puis notre cartographie des milieux humides avec une probabilité qui est définie par un dégradé du plus clair au plus sombre, où le plus sombre, on a finalement une forte probabilité de présence.
Donc, on voit la superposition de ces différents inventaires. On peut noter un premier enseignement, c'est qu'on a une continuité dans la représentation par la carte de prélocalisation des milieux humides. On retrouve finalement une continuité et une précision dans la représentation. Deuxième exemple qui est dans le boulonnais, donc sur le même principe avec la superposition de ces trois inventaires. Donc on peut noter de la même manière une précision dans la représentation, finalement une correspondance assez bonne entre les différents inventaires, avec une précision plus importante en termes par la prélocalisation, puisqu'on a des remontées de bassin, enfin des remontées de tête de bassin, etc., qui sont donc plus marquées et plus représentées. Ce qu'on peut souligner par cette carte, finalement, c'est l'importance de bancariser des données. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'inventaires qui ne sont pas bancarisés au sein de l'outil Gwern, donc qui capitalise l'ensemble de ces inventaires. Donc, l'importance de capitaliser, Laurence l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est important pour qu'on puisse valoriser et utiliser ces données lors de ces traitements et pour améliorer la prédiction et la prélocalisation de ces zones et milieux humides. Un troisième exemple, dans le Dunkerquois. Alors, un exemple, donc, sur le même principe, comme les deux précédentes, avec un effet important qui apporte en plus la prélocalisation, c'est que finalement, elle s'affranchit de l'occupation du sol. Donc là, on a tout l'aspect milieu urbain qui est finalement qui est matérialisé par un indice de prédiction de ces zones humides, donc un potentiel de présence de zones humides. Donc, on s'affranchit de l'aspect urbain. Donc ça, c'est ces premiers éléments de confrontation, mais des confrontations visuelles finalement. Comme l'a rappelé Laurence, on n'a pas été plus loin dans le croisement et dans la sortie d'indices statistiques permettant de la confrontation et la convergence de ces différents inventaires. Autre comparaison, c'est la comparaison avec des cartes pédologiques existantes. Donc, ces cartes sont centralisées et acquises dans le cadre du groupement d'intérêt scientifique sol, donc le GIS-Sol, donc un format national, une structuration nationale, et puis des inventaires des sols qui sont faits à différentes échelles, à différentes restitutions, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour les confronter avec la carte de prélocalisation des zones. Alors, une comparaison qui reste quand même complexe dans un sens où finalement sur la carte de droite, la carte de gauche, pardon, on a une prélocalisation qui est définie sous forme de pixels, en format raster, où pour chaque point, on a une probabilité de présence de zones humides. Comme l'a rappelé tout à l'heure Laurence, on a une résolution assez fine, de 5 mètres, alors que sur la carte des sols, on a une représentation sous forme de polygones. Alors ces polygones, ils peuvent regrouper différents types de sols qui peuvent avoir des paramètres ou des caractéristiques différentes. Donc, certains répondront ou présentent les critères des zones humides, ce qui va faire que pour ces polygones, on aura un pourcentage de zones humides par polygone qui pourra aller de 0 à 100%. Bien sûr, cette résolution, la résolution, elle est du 1/50 millième ou 1/250 millième, puisque le programme est multi-échelle, mais on aura quand même des résultats qui sont différents de par leur propriété et de par leur résolution. Donc, on va essayer de faire cet exercice de confrontation avec des cartographies existantes. Donc, un premier exemple sur le département de l'Ain avec le référentiel régional pédologique, qui est une cartographie des sols à 1/250 millième, donc qui a été produite par la Chambre régionale d'agriculture Aura et qui a été produite dans le cadre du GIS-Sol. Donc, vous pouvez retrouver ces informations sur le géoportail par la carte des sols dominants sur le territoire métropolitain. Donc, c'est une représentation des sols dominants. Donc, confrontation de ces deux cartes. Donc, à gauche, donc la prélocalisation des zones humides telle qu'elle a été définie, donc avec une probabilité faible pour des teintes très claires, jusqu'à une probabilité forte pour des teintes très foncées. Sur la carte de droite, donc la cartographie qui est issue d'un traitement des types de sols contenus dans cette cartographie ou 1/250 millième, donc qui permet de faire ressortir en 4 classes finalement
le pourcentage des sols qui présentent des critères de zone humide. Donc, la classe pas de sol répondant aux critères de zone humide, une classe de 1 à 30%, une autre classe de 30 à 60% et une classe supérieure à 60%. Donc, on peut voir déjà finalement des similitudes entre les deux cartographies, puisqu'on retrouve des grandes zones qui présentent une forte probabilité de présence de zones humides. On les retrouve globalement sur la carte des sols, avec bien sûr toute la modération qu'on a, puisqu'on représente un pourcentage de tweets de sol par polygone. Donc, on a quand même une similitude qu'on retrouve entre ces deux représentations de modélisation des zones humides. Un autre exemple, donc toujours au 1/250 millième, donc le référentiel régional pédologique de l'ex-région Languedoc-Roussillon, donc qui est diffusé par OpenIG et qui est un produit INRAE. Donc on a sur le même principe, donc la carte de gauche, la prélocalisation telle qu'elle a été définie dans ce projet, et puis sur la carte de droite, les sols qui répondent aux critères de sol de zone humide. Donc, on a ici uniquement des zones qui présentent plus de 60% de leurs polygones, des polygones qui sont représentés, qui présentent des sols qui répondent aux critères de sol de zone humide. Donc, sur le même principe, on peut voir globalement une similitude entre les deux cartes, avec bien sûr une précision plus importante sur la carte gauche en termes de prélocalisation des zones humides. On retrouve globalement l'ensemble de la plaine alluviale. Par contre, seul point de divergence, c'est la petite zone que vous voyez sur la partie sud-ouest de la carte, donc qui ne ressort pas sur la carte des sols. Alors, peut-être s'expliquer par la précision de la carte des sols, qui est au 1/250 millième, ou par d'autres critères. Donc, il faudra aller soit expertiser, soit refaire des éléments de terrain pour compléter et valider cette zone. Autre confrontation, la carte pédologique de Tonnerre, au 100 millième, qui est un produit INRAE. Donc, on a une cartographie beaucoup plus précise, on est au 100 millième. Donc, cette diapo présente donc sur le même principe les deux confrontations. Donc, la carte de gauche avec la prélocalisation et la carte de droite, la carte finalement du pourcentage de sol de zone humide par polygone issu d'un traitement des données qui sont stockées en format standard et national de données sol. Et donc, on peut voir aussi finalement des similitudes. Donc, on peut voir dans la partie centrale avec en cercle de rouge, donc la plaine alluviale du Serein qui ressort très nettement, avec des zones potentiellement hydromorphes qu'on retrouve dans la carte des sols. Et contrairement sur la partie sud-est, donc on voit une zone qui, sur la carte des sols, carte de droite, ne présente pas de sol de zone humide. Et finalement, on en a très peu dans la partie prédiction ou prélocalisation des zones humides, avec une faible probabilité. Ce qui ressort simplement, c'est la précision de la prélocalisation, puisqu'on voit que la plaine alluviale se prolonge plus vers le sud et qui n'apparaît pas sur la carte des sols compte tenu de sa précision. Donc, on a simplement une cohérence entre ces deux représentations des zones humides. Autre exemple, un dernier exemple, c'est la carte pédologique de l'Inde au 1/50 millième. Donc là, on est dans le parc naturel de la Brenne. Donc, on est vraiment sur des zones totalement hydromorphes. Donc, la prédiction donne de fortes probabilités sur l'ensemble de la zone. On peut voir dans les deux zones que j'ai encerclées en rouge dans la partie nord, des zones avec une faible probabilité qui ressortent bien sur la carte des sols, où finalement on ne retrouve pas de sol présentant des critères de zone humide. Donc on a vraiment une cohérence. La partie centrale, ça se voit un petit peu moins, mais on retrouve aussi cet effet. Et puis ce que je vous disais au début, dans le cercle qui apparaît, enfin le quasi-cercle qui apparaît en bas au sud-ouest, finalement c'est un camp militaire, donc qui n'avait pas été prospecté. Et par ces outils de prélocalisation, on s'affranchit de l'occupation du sol et on peut aller prospecter sur l'ensemble des secteurs, avec bien sûr une incertitude dédiée à cette probabilité. Donc, pour conclure, finalement, on a une caractérisation fine de la prélocalisation des zones humides, mais qui reste une prélocalisation. Enfin, on a pas mal insisté là-dessus, donc c'est quand même une prélocalisation.
On a, par rapport à la confrontation avec des inventaires existants, on a quand même une confrontation visuelle qui fonctionne assez bien, malgré des méthodologies différentes, avec des inventaires locaux, enfin, des prélocalisations intérieures, aussi bien en 2014 ou de la photo-interprétation, etc., avec des définitions aussi qui peuvent être différentes. Donc, attention à bien finalement comparer des choses comparables. Comme je l'ai déjà dit, on a une bonne corrélation entre ces différents objets. On a une continuité dans la représentation. Finalement, on a une vision objective et complète du territoire qui s'affranchit de disparités locales. Avec la carte des sols, donc la complexité, la comparaison est un petit peu plus complexe, puisqu'on a quand même une finalité et des objets qui sont un petit peu différentes. Représentation raster versus polygone avec qui regroupent des types de sols qui peuvent être totalement différents. Donc, comment représenter ces informations qui sont pas spatialisées. Des cartes existantes sont aussi issues d'une interprétation, c'est-à-dire que le pédologue cartographe a aussi fait ses points d'observation et a construit sa carte à partir de ces points d'observation. Donc, en fonction de l'échelle, il y a pu avoir des oublis ou des manques qui peuvent être non représentés sur la carte. Mais on a quand même l'expression des grandes tendances de la prélocalisation, comme on l'a vu sur les différents exemples que je vous ai présentés. En termes de perspective, ce qui est important, ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est la possibilité de passage à un seuillage sur une HER niveau 2, mais aussi avec la contrainte de disposer de suffisamment de données pour faire tourner les modèles. Donc, c'est aussi un point important dans la poursuite de la capitalisation. On aurait pu aller dans de la comparaison avec des cartes plus précises ou avec des modèles statistiques pour essayer de bien quantifier cette comparaison. Bien sûr, la nécessité de poursuivre la connaissance par des inventaires terrain, ce qui est important d'avoir cette vision sur le terrain. Donc, d'où la nécessité d'avoir des agents formés, des agents compétents à la description des sols, à l'observation botanique. Nécessité de capitaliser la donnée pour conserver la connaissance et améliorer la qualité de la prédiction. Donc, c'est important de faire remonter ces inventaires qui sont faits localement et puis de les faire remonter dans des bases, dans des formats standards et nationaux pour qu'ils puissent être mutualisés, remobilisés pour différentes études. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ok, du coup, on a plusieurs questions dans le chat. D'abord pour Rachel plutôt. Une première question de Emmanuel Cato du CBN de Balliol. Pourquoi le sud du Massif central est-il présenté comme un territoire peu propice à la présence de grandes zones humides alors que le grain est de 5 mètres? Alors, le sud du Massif central, oui, 5 mètres, c'est un grain qui est quand même assez fin. En fait, ce que je voulais dire, c'était que à cette échelle-là, enfin, en tout cas, à l'échelle qui vous a été présentée, la carte au niveau de la métropole, forcément, les zones humides en deçà d'une certaine surface, juste n'apparaissent pas au niveau national. Maintenant, lorsque les données seront disponibles sur le RPDZH, vous pourrez aller vérifier qu'il y a effectivement des zones humides qui ont été identifiées par le modèle, même dans le sud du Massif central. Ok. Il y a 2 questions aussi de la part de Madame Mergon d'Adréal Bourgogne-Franche-Comté. Un peu dans le Jura et le Massif central, riches en tourbières, ne sont que très peu représentés. Donc ça, je pense que c'est ce que tu viens de répondre. Et problème d'interprétation du modèle. Est-ce que les superficies non suffisamment importantes pour être repérées au niveau national? Donc c'est ce que tu viens de répondre en fait. Est-ce qu'une cartographie regroupant zone humide, milieu humide, zone urbanisée et ou agricole sera disponible ou non? Question posée par Alix Sauve de l'UICN. Alors pour la diffusion là qui aura lieu donc sur l'INPN et la visualisation disponible sur le RPDZH, en fait la couche qui sera diffusée, donc la couche de probabilité seuillée, en fait on applique dessus un masque qui va permettre d'identifier les zones urbanisées, donc grâce à la BD topo de l'IGN, et qui permettra aussi d'identifier les zones en eau, donc les surfaces, les cours d'eau et les plans d'eau, donc grâce à la BD topage. Mais pour l'instant, il n'est pas question de faire apparaître les zones agricoles, si c'était ça la question. Il y a des questions aussi par rapport aux sources et sointements.
En gros, est-ce que les zones humides de tête de bassin versant sont mal représentées du fait de cette difficulté de captage des zones de source et de sointement? Est-ce que c'est à cause de cette problématique-là qu'elles sont mal représentées ou non? Oui, c'est parce qu'en fait, dans les données d'entrée du modèle, pour à peu près tous les types de zones humides, on a une variable environnementale qui nous permet de capter assez précisément ce type de zone humide. Et pour le coup, les zones humides de source et sointement, pour l'instant, voilà, on sait que quand on n'est pas en tête de bassin versant, elles sont plutôt mal captées. Voilà, mais ça c'est une des perspectives aussi du projet, hein. L'idée c'est dans les années qui viennent. Je vais laisser Laurence peut-être compléter là-dessus. En fait, les zones humides de source et sointement, effectivement, on n'avait pas les bonnes variables environnementales. Enfin, les variables environnementales, en tout cas, qu'on a utilisées là dans le cadre de ce modèle, sont pas suffisantes pour capter une partie de ces zones humides de source et sointement. Mais par contre, on a une piste, je pense, assez prometteuse, parce qu'on souhaite, dans la deuxième phase de ce projet, utiliser des données thermiques. Et donc, il y a une mission thermique qui va être mise en œuvre par le CNES et l'Agence spatiale indienne, qui va nous permettre de disposer bientôt de données thermiques à une bonne résolution spatiale, en tout cas compatible avec celle de cette cartographie, donc et avec une temporalité aussi très bonne. Donc, on espère, on émet l'hypothèse que la carte de cette carte de prélocalisation pourra, pour ce type de zones humides, être améliorée. Pour compléter le propos de Laurence, en fait, les zones humides de source et sointement qui sont dans des talwegs, celles-là, on les a bien, mais le problème, souvent, c'est les zones humides qui sont à flanc de versant, par exemple, en montagne, qui sont hors talweg et pas forcément facilement détectables. C'est principalement sur celles-là qu'on a des progressions à faire. Voilà. Il y a peut-être une ou deux questions qui seraient nécessaires d'aborder parce que je vois qu'il y a des participants. On va répondre très rapidement. Des participants d'outre-mer notamment qui posent la question sur le fait que est-ce qu'il y aura une carte, est-ce que ce projet va porter sur l'outre-mer? La réponse est non. Est-ce qu'il va porter sur l'outre-mer par la suite? La réponse est vraisemblablement oui, entre 2023 et 2024 durant un projet dédié. Voilà. Merci.